Pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose de silencieux est en train de se produire. Quelque chose qui va directement toucher ton portefeuille, ton épargne, le prix de ton carburant et peut-être même ton emploi. Et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Pas parce que l'information n'existe pas, mais parce qu'elle est noyée dans le bruit médiatique. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les analystes murmurent entre eux, ce que les marchés financiers sont en train de prisser en silence et pourquoi les prochaines semaines pourraient changer la donne économique mondiale pour des années. Accroche-toi. Parce que ce qu'on va voir ensemble est à la fois fascinant et franchement inquiétant. Commençons par quelque chose de concret. Le prix du pétrole West Texas vient de franchir les 114 $ le baril. Pour toi, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que le plein d'essence que tu fais ce week-end va continuer à coûter plus cher. Ça veut dire que les camions qui livrent les supermarchés perdent plus cher le carburant. Et devine quoi? Ce surcoût, il finit toujours dans ton caddie. Toujours. Ce n'est pas une théorie, c'est la mécanique de l'inflation. Et justement, parlons d'inflation. Parce que là, les chiffres commencent à devenir sérieux. L'inflation globale aux États-Unis vient d'augmenter d'1 point de pourcentage complet en un seul mois. C'est la plus forte hausse depuis la guerre en Ukraine. Et l'inflation dite core, celle qui exclut l'énergie et l'alimentation, a elle aussi grimpé de 30 points de base. Ce qui signifie que la hausse des prix de l'énergie a déjà commencé à contaminer le reste de l'économie. Les restaurants, les coiffeurs, les vêtements, les services, tout monte. Et on n'a même pas encore intégré la flambée des prix alimentaires dans ce calcul. Est-ce que tu réalises ce que ça implique concrètement? La Fed américaine, qui espérait baisser ses taux cette année pour relancer la croissance, se retrouve coincée. Les baisses de taux espérées pourraient tout simplement disparaître. Et dans le pire scénario, on commence à parler de hausse de taux. Des hausses. Alors que tout le monde attendait des baisses. Ce seul retournement de situation suffit à provoquer une correction violente sur les marchés boursiers mondiaux. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que l'énergie devient aussi chère aussi vite? La réponse est géographique autant que géopolitique. Le détroit d'Ormuz, un couloir maritime de seulement 33 km de large, contrôle environ 20% du pétrole mondial. C'est par là que passent les exportations énergétiques de l'Arabie saoudite, des Émirats, du Qatar, du Koweït. Si ce passage est perturbé, bloqué ou même menacé, les marchés pètent les plombs. Et en ce moment, ce détroit est au centre de toutes les tensions. Imagine que tu possèdes une autoroute par laquelle doivent passer obligatoirement tous les camions du pays. Tu aurais un levier de négociation extraordinaire, non? Tu pourrais dire, soit tu paies le péage que je demande, soit tes camions restent bloqués. C'est exactement la logique à l'œuvre ici sur le plan géopolitique. Et les conséquences financières sont directes, massives et quasi immédiates. Les pays du Golfe, pourtant parmi les plus riches du monde, se trouvent dans une position très inconfortable. Leur or noir, ils peuvent le produire. Mais l'exporter? C'est une autre histoire. La dépendance à ce détroit crée une vulnérabilité stratégique que personne ne veut nommer trop fort, mais que tous les ministres des Finances du monde ont en tête. Est-ce que tu commences à voir pourquoi les crises géopolitiques, c'est toujours d'abord une crise de ton argent? Parce que la géopolitique et la finance, c'est le même jeu, juste avec des noms différents. Maintenant, il y a un acteur dans ce scénario que beaucoup sous-estiment, et c'est le Japon. Le Japon, c'est la 3e économie mondiale. C'est aussi le premier détenteur étranger de bons du Trésor américain, avec 1200 milliards de dollars. 1200 milliards. Pour donner une image, c'est comme si ton voisin détenait l'hypothèque de ta maison. Si ce voisin décide de revendre cette hypothèque, tu es en danger. Voilà ce qui se passe en ce moment. Le yen japonais s'est effondré. On est à 160 yens pour 1 dollar. C'est un niveau dit d'intervention, c'est-à-dire le seuil à partir duquel les autorités japonaises sont historiquement obligées de réagir. Le Japon a déjà dépensé plus de 100 milliards de dollars pour tenter de défendre sa monnaie, sans succès durable. Pourquoi le yen chute autant? Parce que le Japon dépend massivement de l'énergie importée du Moyen-Orient. Quand le prix du pétrole monte, le Japon paie plus cher en dollars. Pour ça, il doit vendre des yens pour acheter des dollars, ce qui fait chuter encore plus le yen. Et un yen faible rend les importations encore plus chères. C'est un cercle vicieux, un engrenage financier brutal. Et voilà le piège absolu dans lequel se trouve le Japon. Pour défendre sa monnaie, il devrait normalement monter ses taux d'intérêt. C'est la recette classique. On rend l'argent plus cher, les investisseurs reviennent, la monnaie se renforce. Sauf que le Japon a une dette publique qui dépasse 230% de son PIB. C'est le taux d'endettement le plus élevé du monde parmi les grandes économies. Si les taux montent, les intérêts sur cette dette deviennent impayables.
ce serait provoquer une crise obligataire d'une ampleur inédite. Le taux à 10 ans japonais frôle déjà les 2,4%. C'est son niveau le plus élevé depuis 1999. Et la dernière émission de bons japonais a été la plus faible en termes de demande depuis des mois. Les investisseurs fuient les obligations japonaises. Quand les investisseurs fuient les obligations, ils fuient ta monnaie en même temps. C'est mécanique. Alors la seule sortie possible pour le Japon, c'est de vendre ses réserves de bons du Trésor américain. De vendre une partie de ses 1200 milliards. Ce n'est pas une décision anodine. Ce serait un signal politique fort envoyé à Washington. Mais économiquement, le Japon n'a peut-être plus le choix. Et là, on arrive au moment le plus délicat de toute cette analyse. Parce que si le Japon commence à vendre ses treasuries, ça arrive au pire moment possible pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que le Trésor américain doit émettre cette année 250 milliards de dollars de bons de plus que l'année dernière. 250 milliards de dollars supplémentaires jetés sur les marchés. L'offre de dette américaine va exploser. Et si en plus le Japon, qui était l'un des plus gros acheteurs, devient vendeur, l'équilibre entre offre et demande se brise. Les prix des obligations chutent. Les rendements montent. Et là, c'est toute la chaîne du crédit américain qui se retrouve sous pression. Pour que tu comprennes bien l'enjeu, les taux des treasuries américains, c'est la base de presque tout le système financier mondial. Les taux hypothécaires, les taux des crédits auto, les taux des obligations d'entreprise. Tout ça est indexé sur les treasuries. Si les rendements montent brutalement, tout devient plus cher à financer. Pour les entreprises, pour les particuliers, pour les États. C'est ça, la vraie bombe à retardement. Pas le pétrole, pas le yen. C'est la cascade que peut provoquer la combinaison des deux sur le marché obligataire américain. Et là, une question s'impose. Est-ce que ton épargne est protégée contre ce type de scénario? Est-ce que tes investissements sont capables de résister à une hausse violente des taux couplée à une inflation persistante? Si tu n'as pas de réponse claire à cette question, abonne-toi maintenant. Parce que c'est exactement ce genre de sujet qu'on décortique ici, semaine après semaine. Revenons sur l'énergie, parce qu'il y a un paradoxe fascinant qui se joue en ce moment. D'un côté, on parle de sanctions, de pression, de guerre économique. De l'autre, le pétrole iranien coule à flot sur les marchés mondiaux. Et les pays qui l'achètent ne s'en cachent même plus. L'Inde vient de prendre sa première livraison de pétrole iranien en 7 ans. La transaction s'est faite sans problème. La Chine continue d'en acheter. Pourquoi? Parce que le pétrole iranien est disponible et, relativement à la situation actuelle, attractif. Les raffineries asiatiques sont configurées pour traiter ce type de brut. C'est leur carburant de prédilection. Et le plus ironique dans tout ça, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de bloquer ce pétrole. Parce que si les exportations iraniennes s'arrêtent, les prix du brut s'envolent. Et une envolée des prix du brut, c'est une inflation qui explose aux États-Unis. C'est une Fed bloquée. C'est une économie qui freine violemment. Donc Washington ferme les yeux, par nécessité économique. Avant la crise, le pétrole iranien se vendait avec une décote de 18 à 24 dollars par rapport au Brent. Aujourd'hui, cette décote est tombée à 7 dollars. Et quand on intègre les coûts logistiques, les acheteurs asiatiques paient quasiment le prix du marché. Ce retournement de situation financière pour l'Iran est colossal. Leurs revenus pétroliers ont augmenté de plus de 60% en quelques mois. C'est une manne extraordinaire pour un pays sous sanctions depuis des années. Et maintenant, parlons des BRICS. Parce que pendant que tout ça se passe, le bloc des grandes économies émergentes se renforce. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et maintenant l'Iran, qui en est membre, continuent à commercer entre eux. Les échanges n'ont pas été interrompus. Les livraisons de produits manufacturés continuent d'arriver en Iran via la Russie et la Chine, et l'Iran, de son côté, exporte son pétrole. Ce que cela révèle, c'est la limite réelle des sanctions économiques dans un monde multipolaire. Quand suffisamment de grands pays décident de contourner un système, ce système s'érode. Et ce qui s'érode en ce moment, c'est la capacité des États-Unis à imposer leur agenda économique au reste du monde. Le dollar reste dominant. Mais pour combien de temps encore si ce type de dynamique se répète et s'accélère? C'est une question que tu dois te poser. Pas dans 10 ans. Maintenant. On arrive à la conclusion. Et je veux que tu repartes avec une image claire en tête. Imagine un château de cartes. Chaque carte représente un équilibre fragile. La stabilité du yen, la demande pour les treasuries américains, le prix de l'énergie, la capacité de la Fed à baisser ses taux, la confiance des marchés dans la dette publique mondiale. En temps normal, ces cartes tiennent ensemble parce qu'elles se soutiennent mutuellement. Mais en ce moment, plusieurs de ces cartes tremblent en même temps. Et quand trop de cartes tremblent en même temps, ce n'est plus une carte qui tombe. C'est tout l'édifice. Est-ce que ça veut dire que l'effondrement est inévitable? Non. Les marchés ont une capacité de résilience extraordinaire. Les gouvernements aussi.
Mais est-ce que ça veut dire que les prochains mois vont être lisses, calmes et prévisibles? Absolument pas. Ce que tu dois retenir, c'est simple, les crises financières ne préviennent pas. Elles n'envoient pas de SMS. Elles arrivent quand suffisamment de personnes sont prises par surprise. Et les personnes les mieux protégées ne sont pas celles qui ont le plus d'argent. Ce sont celles qui comprennent ce qui se passe avant les autres. C'est exactement pourquoi cette chaîne existe. Pour que toi, tu ne sois jamais pris par surprise. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, fais une chose maintenant. Clique sur « J'aime ». Ce geste simple permet à d'autres personnes de trouver cette analyse et de se préparer elles aussi. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Japon va vraiment vendre ses treasuries? Et est-ce que ton épargne est, selon toi, en sécurité face à ce qui arrive? Je lis tous vos commentaires. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais qui investit ou qui veut comprendre l'économie mondiale. Et abonne-toi avec la cloche activée parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ce que les médias ne te montrent pas.